Ouvrir une bouteille de vin, c'est pas un geste anodin. Ouvrir une bouteille de vin, c'est un acte d'amour, c'est du partage. Et dans une bouteille de vin, il y a de l'histoire, il y a de la géographie, il y a de la géologie, il y a de la pédologie, il y a tout ce que tu veux, mais il y a une bouteille de vin, c'est déjà de l'humain et c'est déjà de l'histoire. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle interview qui a pour objectif de vous donner envie de vous intéresser à l'héritage de notre gastronomie française. Aujourd'hui, on va parler de passion, transmission et héritage autour d'un sujet complexe et fascinant, le vin. J'espère que cette vidéo vous donnera envie de vous y intéresser et que vous en ressortirez avec plus de connaissances. Il a été meilleur ouvrier de France en 2006. J'ai la chance d'être avec Fabrice Sommier. Bienvenue Fabrice. On va démarrer un petit peu par les origines. Si on revient de nombreuses années en arrière, le petit Fabrice, quand il était enfant, qu'est-ce qui vous a transmis cette passion pour le vin? Comment vous êtes tombé dedans en fait? Alors j'ai toujours tendance à dire que je suis tombé dedans un peu par hasard, mais surtout mon grand-père faisait un peu du vin, mais pour lui il était polyculteur. Et j'ai fait ma première dégustation à 23 mois. Donc j'ai dégusté les vins sur le fût, il m'avait emmené, il m'a scié sur le fût, il me faisait goûter. Alors je pense pas que l'origine soit comme ça, tel Obélix dans la potion magique, mais je pense que j'ai toujours eu une passion pour la restauration. Et très très tôt, j'ai aimé la restauration et j'ai aimé aussi l'alchimie des accords mets et vins, de comprendre pourquoi on me disait qu'avec un bœuf bourguignon, il fallait boire un bourgogne ou chose comme ça. Et donc j'ai été creuser cela et grâce à une professeure de restaurant au CFA, donc au Centre de formation des apprentis, j'ai vraiment axé sur le vin. 23 mois, c'est vrai que c'est très tôt. J'imagine que vous avez continué durant votre jeunesse à déguster un peu d'autres vins en réunion familiale. Alors un petit peu, effectivement. Enfin, moi je suis issu d'un milieu très modeste. Mon papa, qui est toujours vivant, travaillait dans une usine, une fonderie. Ma mère était repasseuse, elle est décédée il y a de nombreuses années. Et donc on ne buvait pas de vin ou pas de vin de qualité à la maison. Mais quand on allait au restaurant, on buvait une bouteille de vin. Des vins simples et des restaurants très simples, mais c'est ce qui m'a aussi donné l'envie de la restauration. Donc vous êtes rentré dans l'univers du vin à travers la restauration dans un premier temps, c'est ça? Absolument. Moi je voulais être cuisinier à la base. D'accord, ok. Donc ça paraît tout bête, j'adore cuisiner, c'est le seul moment où je fais un vrai lâcher prise et j'adore cuisiner, mais j'ai un problème, c'est que j'ai du mal je suis incapable de dépouiller par exemple un lapin ou de vider un poulet ou choses comme ça. C'est physiquement pour moi impossible. Donc j'ai toujours aimé manger, j'ai toujours aimé la gastronomie et j'ai toujours aimé déguster, donc j'ai lié ça plutôt autour du vin qu'autour du service pur. D'accord, bon ça nous fait un point commun autour de la gastronomie aussi. Qu'est-ce que vous aimez cuisiner du coup particulièrement? Alors moi je teste tout, je fais tout, mais j'aime beaucoup travailler la volaille parce que je viens d'une région où il y a beaucoup de volailles. J'ai une passion plutôt pour les choses salées, épicées que les choses sucrées. Vous venez de quelle région du coup exactement? Alors moi je suis né dans le Berry, à Châteauroux, dans le centre de la France, mais je vis depuis plus de 20 ans maintenant, 25 ans dans la région bourguignonne, donc à côté de Mâcon. Enfin, j'habite Mâcon maintenant, mais j'étais à côté de Mâcon pendant très longtemps. Donc je me suis fait plutôt à cette région, où la seule chose qui nous manque c'est vraiment du poisson de mer qu'on peut avoir régulièrement. Vous êtes rentré d'abord dans la restauration et puis après vous avez bifurqué sur le vin. Qu'est-ce qui a été le déclic de se dire finalement mon rêve c'était d'être cuisinier, pourquoi avoir bifurqué du coup sur le vin? En fait je suis pas sûr qu'il y ait eu un vrai déclic, c'était l'association de petites choses qui ont fait que j'étais très bon élève à l'école. J'étais pris au lycée hôtelier de Thonon, mais mes parents n'ayant pas les moyens effectivement de la scolarité, j'ai décidé de faire un apprentissage, ce qui à l'époque, comme d'ailleurs même maintenant, on va pas se voiler la face, était très mal vu. L'apprentissage, quand tu as un élève brillant, on te dit mais ça va pas, c'est vraiment la voie. Et moi je pense être vraiment l'exemple même que l'hôtellerie et la restauration sont des vrais ascenseurs sociaux pour réussir dans la vie, même quand t'as pas forcément d'examen ou choses comme ça. Et donc j'ai fait un CAP en plein restaurant et on avait à l'entrée de cette première année de CAP, on avait une forme de mise à niveau pour voir nos connaissances théoriques. Pas pratique puisqu'on n'avait pas commencé. Et c'était maths, anglais, français, histoire géo, des choses très basiques. Et quand on a passé tous ces tests, et j'étais reçu dans le bureau du proviseur qui me dit qu'est-ce que vous faites là, grosso modo, puisque vous avez pratiquement 20 à tous les tests. Qu'est-ce que vous avez, le niveau va être très bas pour vous, vous allez vous ennuyer. C'est ma professeure de restaurant qui a eu l'idée de dire on le mettra au fond de la classe avec un livre. Et puis quand on fera les devoirs, il fera les examens et puis voilà. Et le premier livre qu'il a donné, c'était de la Rousse des vins. Et je me suis mis un peu le nez dedans et ça m'a passionné. Et j'ai pris plein de livres, ce qui fait qu'à la fin des 2 années, j'avais une connaissance, pas encyclopédique, mais une bonne connaissance des vins. Et quand j'ai passé mon examen, il y a un chef qui avait 2 étoiles Michelin à Tours, qui venait de Châteauroux, qui nous faisait passer l'examen. C'était Jean Bardet et il me pose une question et je lui réponds un peu abrupt parce que je trouvais que la question n'était pas claire.
C'est une question sur Valençay, et je ne sais pas s'il me parlait du château, s'il me parlait des vins, du fromage et tout ça. Et à la fin de l'examen, il m'a dit, toi, je veux te voir après. Et il m'a dit, tu as une bonne gueule de sommelier, si tu veux. À Tours, ils sont en train d'ouvrir une école de sommellerie. Moi, je te prends en tant que commis et puis tu feras les cours du soir. Grosso modo, ça a commencé comme ça. D'accord. Et puis finalement, ça vous a bien aidé puisque... Mais finalement, j'ai rencontré des gens extraordinaires surtout. Vous savez, c'est pas... Je crois que la vie, elle n'est faite que de rencontres. On rencontre des gens fabuleux. Moi, j'ai mon premier chef sommelier, c'était Jean-Jacques Thomas, avec Thierry Nardot. Ensuite, j'ai eu Michel Desroches, qui a été vraiment mon mentor, qui m'a pris sous son aile, qui m'a appris à goûter, mais surtout à avoir du respect pour les vignerons, pour le travail qu'ils faisaient. Et il m'expliquait qu'on pouvait ne pas toujours aimer ce qu'on goûtait, mais ça n'empêchait pas la qualité du vin en elle-même. Bien sûr. Ouais. Et puis, des gens extraordinaires. Moi, je me rappelle, j'étais en train de faire les verres en octobre ou novembre 89, dans la salle à manger. Et j'ai entendu à la radio qu'il y avait un Français qui venait de gagner le titre de meilleur sommelier du monde, Serge Dupes, et je me suis dit, je vais aller travailler en Alsace. Et mon chef sommelier m'a dit, ok, en fait, il y avait comme toujours, et comme même maintenant, sauf que maintenant, on a des réseaux sociaux de ci, de ça, de l'autre qu'on peut utiliser, mais en règle générale, on avait c'était une famille, la sommellerie. Et c'est toujours une famille. Et donc, il m'a dit, je le connais bien, je l'appelle, et on m'a trouvé une place de chef sommelier pour le mois de février en Alsace. Donc, j'ai commencé en Alsace, et la première personne que j'ai rencontrée, c'était Serge Dupes, qui était pour moi un peu comme quand tu vois le Père Noël à la veille des fêtes. Quand on est enfant. Ouais. Et on est devenu, avec Serge, on est devenus de très grands amis. Donc, je pense que voilà, la vie est faite de rencontres, et tu rencontres des gens extraordinaires qui font que ça match pas, mais... En fait, il ne faut pas rester seul dans ton coin si tu veux que ça fonctionne. Il faut aussi aller à la rencontre des gens, discuter, accepter, savoir se challenger. Moi, quand j'ai gagné le titre de meilleur ouvrier de France, 2-3 ans après, j'ai fait le Master of Port. Et des gens m'ont dit, mais pourquoi tu fais ça ? Parce que j'avais besoin de me challenger. J'aime ce côté de challenge. Que tu gagnes ou que tu perds, tu gagnes quelque chose, tu gagnes de l'expérience. Donc il n'y a pas... je pense qu'on fait des métiers, on n'est pas des médecins cardiaques, on ne sauve pas des vies. On essaye juste d'amener un tout petit peu de bonheur aux gens et dans certaines périodes, ça fait du bien aussi. Donc voilà. Je suis d'accord. Et alors vous enchaînez bien le titre de meilleur ouvrier de France. Vous l'avez obtenu du coup en 2006. 2007. 2007, pardon. Ouais. Qu'est-ce que ça a changé pour vous à la fois humainement et professionnellement ? Humainement, je ne suis pas sûr que ça ait changé grand-chose. D'accord. Je pense, j'espère, être toujours comme je suis, avoir un côté un peu vagabond, un peu prétentieux, parce qu'il faut de la prétention pour réussir, mais pas prétentieux pédant, une vraie prétention de dire d'affirmer qu'on a envie d'être le meilleur, c'est une forme de prétention, mais non, ça change tout. Ça change tout dans le regard des gens, ça change tout dans le regard. En fait, c'est un titre qui est nationalement, voire internationalement reconnu, mais surtout, comme ça fait plus de 200 métiers, tout le monde connaît au moins un meilleur ouvrier de France, et c'est le travail que ça demande. Et puis dans le regard de la famille de la restauration. Les chefs meilleurs ouvriers de France t'accueillent comme si tu étais un des leurs. Donc c'est un peu différent. Moi je dis toujours avant, ils te croisaient, ils te regardaient pas et maintenant ils se déplacent pour te dire bonjour. Donc c'est un peu différent. Et c'est pas un côté pédant ou quoi que ce soit. Hein. Quand je dis ça, c'est juste que ça change tout, les gens viennent te chercher. Il y a un sommelier qui disait une fois, avant je parlais, maintenant on m'écoute. Il y a une forme de cela, et puis aussi une forme d'asseoir un discours. Mais il faut pas rêver non plus. Quand tu deviens un meilleur ouvrier de France, tu as aussi des devoirs. Hein. Tu n'as pas que des droits, tu as beaucoup de devoirs. Le devoir d'être dans la transmission, et puis le devoir d'être juste et de mériter ce col bleu, blanc, rouge tous les jours. C'est une forme aussi de légitimité par rapport à vos connaissances. Alors on légitime les connaissances, on légitime un savoir-faire aussi, mais il y a une chose qui est très importante dans le titre de meilleur ouvrier de France, c'est la transmission. On commence par l'apprentissage, comme un peu les compagnons du devoir de l'époque. Hein, et quand tu discutes avec des mecs comme Eric Briffard, qui sont aussi meilleurs ouvriers de France, mais ou des gens comme Joël Robuchon, ils t'expliquaient ce qu'était le compagnonnage et ce qu'était justement cette capacité à transmettre et à recevoir surtout. Transmettre, c'est bien, et aussi être capable de recevoir les informations, même quand tu es meilleur ouvrier de France. Tu sais pas tout, il y a plein de choses que tu ne sais pas d'ailleurs. Moi, je pense que de toute façon, la vie est une perpétuelle quête de connaissances. C'est un apprentissage. Vous avez quand même eu un parcours assez brillant, vous avez été chef sommelier dans des grandes maisons. Assez rapidement, quand même, comment ça se passe quand on est chef sommelier chez Bernard Loiseau, par exemple, voilà, dans un établissement 3 étoiles? Alors, chez Bernard Loiseau, c'est peut-être pas le meilleur exemple, mais c'est un bon exemple parce que c'est pas l'endroit où je suis resté le plus longtemps. Par contre, c'était un homme, j'ai adoré travailler avec cet homme parce qu'il était passionnant. C'était un vrai épicurien, dans le sens du terme, il aimait manger, boire, faire plaisir. C'était un vrai aubergiste, cuisinier aubergiste, dans l'esprit, avec un cœur énorme et surtout un affect important. Parce que d'ailleurs, on a vu ce que ça a donné. C'est-à-dire que quand tu
tu prends trop les choses à l'affect, ça peut être aussi, tu peux vibrer différemment et malheureusement pour lui, c'était comme ça. Mais c'était quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de respect. Et j'ai surtout aussi beaucoup de respect pour sa femme qui a pris la suite et ses 3 enfants parce qu'ils ont fait un sacré boulot derrière. Pour expliquer aux gens, du coup, Bernard Loiseau donc, est un chef triplement étoilé qui s'est suicidé. Il s'est suicidé en 2003. 2003, effectivement. Ou 2002, je sais plus. C'était suite quand il a perdu une étoile, il me semble. Alors il avait pas perdu d'étoile, c'était des rumeurs uniquement, mais je crois qu'il était très très fatigué. C'était complètement que des rumeurs. Hein. Il n'avait pas perdu d'étoile, rien du tout. D'accord. Mais quand tu arrives comme chef sommelier dans une maison, qu'elle soit 2 étoiles, 3 étoiles, 1 étoile, c'est exactement le même. Le travail de fond, en fait, au départ, il est de bien analyser la carte des vins que tu as en main, bien comprendre la cuisine du chef avec qui tu travailles, et surtout, avant d'amener ta pâte sur la carte des vins, de regarder ce qu'il faut vendre. Pourquoi il faut le vendre? Parce que ça peut être aussi des vins qui sont un peu fatigués ou des vins qui sont en fin de course ou qu'il faut vraiment vendre. Et avant de tout révolutionner, il faut déjà regarder comment ça fonctionne. Souvent, et même maintenant quand tu discutes avec plein de... Alors quand je dis des jeunes sommeliers, c'est pas l'âge. C'est des gens qui sont novices dans la profession, qui viennent d'arriver. Ils veulent effectivement absolument mettre leur patte. Et avant de mettre ta patte sur quelque chose, il faut d'abord comprendre ce qu'il y avait, pourquoi ça avait été fait comme ça peut être des erreurs ou pas. Et puis surtout, utiliser ce que tu as en fond de cave pour le vendre, pour pouvoir ensuite économiquement avoir les moyens d'acheter autre chose, quoi, et des choses qui te feront un peu plus plaisir. Mais il faut passer par ce cap-là d'abord. Il faut pas oublier que le travail du sommelier, c'est aussi c'est un travail de découverte et de dénicheur de crus, de vins et choses comme ça. Mais c'est aussi dans une salle à manger un travail économique. On a toujours un peu tendance à l'oublier, mais on est là pour faire du chiffre d'affaires à l'entreprise. On est là pour proposer des vins ou d'autres boissons, parce qu'on pense toujours que le sommelier n'est fait que pour le vin. Et le sommelier s'occupe aussi de l'eau, du café, du thé, des infusions, des softs, des jus de fruits, du vin, des digestifs, de tout ce qui va se boire. Et Dieu sait qu'en cette période, aujourd'hui, on a des besoins dans des produits annexes, si je peux me dire, autres que le vin. Donc il faut effectivement, avant de mettre sa pâte, il faut déjà bien comprendre ce qu'il y avait, pourquoi et comment on va utiliser tout ce qu'il y avait à bon escient. Et alors vous parliez tout à l'heure effectivement que en tant que meilleur ouvrier de France, vous avez aussi un rôle de transmission. Ah, c'est le plus important presque. Pour vous, transmettre l'univers du vin, transmettre l'histoire du vin, tout ce qui va autour, c'est transmettre quoi exactement? Il y a 2 choses dans votre question, qui est très bonne, mais il y a 2 choses qu'il faut scinder. La première, c'est que souvent par ego, on veut transmettre sa façon de penser et ses propres opinions pour continuer à, entre guillemets, si je puis dire, vivre après nous dans l'esprit des gens. Ça, c'est la première chose qui est non pas une erreur, parce que c'est naturel et c'est humain, mais à mon avis, qui n'est pas la meilleure chose. La transmission, elle passe par le fait déjà de se dire que ouvrir une bouteille de vin, c'est pas un geste anodin. Ouvrir une bouteille de vin, c'est un acte d'amour, c'est du partage. Et dans une bouteille de vin, il y a de l'histoire, il y a de la géographie, il y a de la géologie, il y a de la pédologie, il y a tout ce que tu veux, mais il y a une bouteille de vin, c'est déjà de l'humain et c'est déjà de l'histoire. Et ensuite, la transmission, elle doit passer par l'acceptation de la différence de l'autre et de comprendre ce que tu as envie de lui transmettre. Est-ce que tu as envie juste de lui transmettre de l'écrit, c'est-à-dire, ou est-ce que tu as envie aussi de lui transmettre du savoir-faire et du savoir-être? Et c'est ça la vraie question. Et je trouve qu'aujourd'hui, on est plus dans uniquement le savoir que le savoir-faire ou le savoir-être. Et la force de nos métiers manuels, c'est justement d'être capable de transmettre un savoir-faire, le savoir de la main, mais en même temps le savoir-être, c'est-à-dire le comportement qu'on doit avoir. Un comportement humain, un comportement très proche, entre guillemets, des gens du vin. Et quand je dis des gens du vin, ou tout ce qui est viticulture, ou tout ce qui est vraiment de l'humanité, moi j'adore discuter avec tout le monde. Et il y a des gens avec qui je ne suis pas forcément d'accord. Par exemple, je ne suis pas un grand fan des vins nature, pour être franc. Parce que je trouve qu'il y a souvent des finitions dans ces vins-là qui sont plein de défauts et qui ne me donnent pas de plaisir. Mais je ne veux pas m'interdire, non pas de goûter de vin nature, mais surtout je ne veux pas m'interdire de côtoyer des gens qui n'aiment que ça, parce que je veux les écouter, je veux essayer de comprendre, je ne veux pas les changer. Et le but, il n'est pas de les changer, de leur dire qu'ils ont tort. Je ne veux pas légitimer non plus leur discours. Donc c'est là le paradoxe, entre guillemets, l'équilibre à trouver. Et dans la sommellerie, c'est ça aussi, je ne veux pas cliver et je ne veux pas être clivant. C'est-à-dire que je ne veux pas qu'il y ait une pensée unique et un courant de pensée unique. Je pense qu'on est capable, on doit être capable quand on est sommelier, quand on aime le vin, quand on aime la cuisine, on doit être capable de tout goûter, de savoir ce qu'on aime et de savoir ce qu'on a envie de transmettre dans notre esprit, quoi. Okay. Mais n'oublions pas qu'au départ, on a l'impression de tout savoir. Et plus on vieillit,
plus on avance, plus on voit que le spectre s'élargit de plus en plus et que plus on avance et moins on en sait. Donc c'est important aussi d'être capable de se mettre entre guillemets à la page tous les jours, d'être capable aussi de lire, de comprendre et puis d'être à l'écoute, parce que ces jeunes générations de sommeliers qui arrivent, ils veulent pas travailler comme nous on a travaillé pendant des années, ils veulent travailler différemment, ils veulent vivre différemment leur passion, et il n'y a pas de qui a raison, qui a tort. Il y a aussi les faits de société qui sont un peu différents aujourd'hui qu'ils étaient hier. Donc moi quand j'ai commencé, quand tu voulais une information, tu n'avais pas internet, tu avais les carnets de l'INAO, tu recevais une fois par an les feuilles et puis tu les classais et puis tu relisais et c'était la Bible. Aujourd'hui tu as besoin d'une appellation, tu as besoin d'un truc, je parle pas d'aller n'importe où sur internet, mais tu as des sites spécialisés comme l'INAO ou autres où tu as toutes les informations, tu as une texte de loi changée à la minute au moment. C'est quand même extraordinaire pour apprendre quelque chose, quoi. Et puis c'est intéressant, donc vous disiez quand on ouvre une bouteille de vin, c'est pas un geste anodin. Est-ce que vous avez déjà, réponse très rapide, est-ce que vous avez déjà été ému en ouvrant une bouteille de vin, en buvant un vin? Ah oui, bien sûr. Alors ça, je pense qu'il y a plein de gens qui n'ont pas forcément bu beaucoup de vin dans leur vie ou qui ne sont pas très intéressés sur le sujet, pour qui ça peut paraître surprenant. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi est-ce qu'on est ému en buvant une bouteille de vin parfois? Mais t'as des gens qui sont passionnés par l'art qui vont être émus devant un tableau, t'as des gens qui sont passionnés par les voitures qui vont être émus, t'as des gens qui aiment le sport et qui vont être émus devant un but de Zidane ou de Mbappé ou de je sais pas qui, peu importe, mais et tu peux avoir des émotions. Moi je me rappelle avoir goûté un vin rouge, c'était un Corton, Claudet Corton 28, 1928, dans une cuisine au fin fond de la Haute-Loire avec des amis. Mon pote avait ramené cette bouteille de sa cave et on l'a goûté ensemble, et juste de s'imaginer que les gens qui avaient vendangé étaient partis, ils étaient au ciel, et que ce vin te transmettait quelque chose d'assez extraordinaire. Il avait plus de 90 ans. C'est fabuleux, quoi. C'est extraordinaire de pouvoir se dire, c'est une page d'histoire, c'est quelque chose de merveilleux. Et l'émotion qu'on peut avoir aussi, elle vient du fait aussi des gens avec qui on est. Là, c'est le vin qui a créé l'émotion, mais ça peut aussi venir du fait que tu manges avec des amis ou avec quelqu'un que tu aimes bien, et tu passes un moment d'exception. Et le vin transmet ça aussi, transmet cette émotion-là. Mais oui, bien sûr, tu peux avoir des grands moments d'émotion avec le vin. Et c'est pas les vins les plus chers ou les plus grands crus qui vont te donner les plus grandes émotions. C'est aussi la qualité du moment. Ouais, la qualité du moment, la conjonction, entre guillemets, ou la conjoncture qu'il peut y avoir à ce moment-là. Mais moi, je suis un grand fan, par exemple, de vins liquoreux. J'adore découvrir tous les vins liquoreux. Je suis un fan de vins de Porto, mais j'aime aussi les sauternes. Je trouve que les grands sauternes et les vieux sauternes, c'est extraordinaire. Et quand tu fais des tests, tu fais un poulet de Bresse rôti avec un vieux sauterne, l'expérience est extraordinaire. Donc oui, tu peux être hyper ému par ce moment, la qualité du moment et la qualité des gens que tu as autour de la table. Mais le vin, ça n'est que du partage. Moi, je connais rarement des gens qui ouvrent une bouteille de vin tout seul, quoi. Je veux dire, t'as besoin de partager quelque chose avec les autres. Donc c'est pour ça que je dis que c'est un acte d'amour. Vous parlez de sauterne, c'est des vins qui sont effectivement liquoreux, plutôt sucrés. On a tendance à plutôt en prendre pour le dessert. Ouais, mais c'est là l'erreur. Là, vous parlez de poulet, c'est vrai que c'est... Pour moi, les sauternes, c'est pas fait pour être au dessert. À la limite, à 4 heures avec un gâteau, ou sinon l'après-midi avec un cigare. Mais les sauternes, c'est pour moi la structure acide et sucrée des sauternes, c'est extraordinaire, mais ça va surtout avec du salé. Essayer les cuisines indiennes, essayer les cuisines à base de curry, c'est extraordinaire avec les sauternes. Et puis les viandes et les poissons, ça peut être merveilleux. Ouais. Donc non, je pense que on veut toujours me mêler un peu le sucré avec le sucré. Je suis pas toujours sûr que ce soit les meilleurs. Ça peut arriver que ça matche bien, mais en règle générale, quand on les teste sur des plats salés, on a une dimension gustative beaucoup plus intéressante. Il faudrait que j'essaye. Je dirais que j'ai jamais essayé ce mélange sauterne et plat salé. Ouais, c'est intéressant. Et imaginons que je sois vraiment un total néophyte sur le vin. Qu'est-ce que vous metteriez en avant pour me donner envie de m'y intéresser ? Comment est-ce que vous résumeriez un peu cet univers de vin à un néophyte pour qu'il se dise, tiens, Fabrice, il m'a donné envie de m'intéresser au vin? Je dirais que la première chose pour moi, c'est le plaisir. C'est de se dire, je découvre quelque chose. Donc le néophyte, déjà, il faut qu'il soit curieux. Oui, bien sûr. Ça, c'est la première chose. S'il n'est pas curieux, ça va être difficile. Mais il faut qu'il soit curieux, un peu aventurier, et puis qu'il ait envie de se dire, je suis ouvert à découvrir quelque chose. Et je vais laisser, entre guillemets, non pas mon cerveau travailler à ma place, mais mon corps. Dire j'aime ou j'aime pas. Ça, c'est la première chose. Et ensuite, j'ai envie de dire, le vin, c'est passionnant, parce qu'on apprend beaucoup de choses à travers le vin, pas qu'en le buvant. Donc, cette curiosité, elle va être nourrie par tout un tas de choses extraordinaires qui vont nous arriver. Et puis,
il y a la sensation. Justement, le goût, la dégustation, la sensation du moment, de l'instant. Et je voudrais pas faire un peu des leçons de morale, mais le vin, c'est fait aussi pour être dégusté avec plaisir, avec gourmandise, mais aussi être capable de le boire de façon, comment dire, j'aime pas le mot modération, ça veut rien dire pour moi la modération, mais de le boire pour rester à un niveau de savoir-être correct. Oui, ne pas se laisser emporter par l'alcool. Alors, voilà, on a tous, ça nous est tous arrivé d'avoir un moment d'ivresse ou choses comme ça. Bien sûr. Mais quelquefois, on peut avoir aussi, juste avec un verre, un moment de plaisir gourmand. Moi, je me rappelle avoir goûté des très vieux cognacs, par exemple, avec juste 2 centilitres. Tu voyages, c'est extraordinaire. Et ça dure un temps infini. Donc je ne dis pas qu'il ne faut pas consommer beaucoup. Je ne dis pas qu'il ne faut pas consommer du tout. Je dis qu'il faut trouver la juste valeur et que chaque être humain est différent. Et il faut faire attention puisque le vin et les boissons spiritueuses contiennent effectivement des molécules d'alcool. Donc, je le dis aux jeunes et aux moins jeunes, mais on le sait tous. Seulement, il faut aussi savoir être raisonnable et découvrir et prendre du plaisir. Il faut que le vin devienne et reste un plaisir intense, un plaisir de découverte et un plaisir de gourmandise. Effectivement, oui, non, bien sûr, c'est important de trouver le juste milieu. Et puis on fait des métiers, enfin sommelier, c'est un métier extraordinaire, mais on a accès à tout. Moi, comme je vous disais, je suis fils d'ouvrier. J'ai eu l'occasion de goûter des bouteilles qui valent des milliers, voire des dizaines de milliers d'euros, mais mon portefeuille et ma capacité économique ne m'auraient jamais permis de déguster ces vins. Oui, bien sûr. Donc j'ai accès à tout type de vin. J'ai goûté tous les plus grands vins, tous les vins les plus simples. J'ai goûté une grande partie de ce qui se crée, de ce qui se fait. J'étais en Chine, je rentre de Chine, j'étais dans la vallée du Yingsa, j'ai goûté une centaine de vins de la région. J'étais en Afrique du Sud il n'y a pas longtemps. Enfin, j'ai cette chance justement de pouvoir découvrir, de pouvoir voyager grâce au vin, de pouvoir faire des choses extraordinaires grâce au vin. Mais j'ai aussi la capacité de me dire, attention, le matin quand tu as soif, tu bois un café ou un verre d'eau, quoi. Oui, et pas un coup de blanc à 10 heures. Quoi. Parce qu'à un moment ou un autre, ça reste de l'alcool. Et puis il faut que ça reste du plaisir. Oui, il faut que ce soit vraiment du plaisir. Il faut que ce soit vraiment du plaisir. Et le verre de vin à table le midi ou le soir, c'est du plaisir. C'est de la gourmandise. Alexandre Dumas disait, le vin est le complément intellectuel du plat. Et c'est la réalité. Un plat seul, tu peux faire la meilleure blanquette de veau, extraordinaire, la plus belle blanquette de veau qui existe, elle est quand même sublimée par un petit verre de vin blanc. Bien sûr. Il y a quand même quelque chose d'extraordinaire qui va se créer là-dedans. C'est une forme d'alchimie. Bien sûr. Pour rester un peu sur cet univers des néophytes, est-ce que vous avez quelques conseils pour, on va dire, on prend un apéro avec des copains, on ouvre une bouteille de vin, on n'y connaît rien, mais on a envie d'impressionner. Est-ce que vous avez quelques astuces? Alors, je dirais pas impressionner, on a envie de partager plutôt. Pour moi, c'est ça. On a envie de partager quelque chose et dire aux copains, moi j'ai goûté ça, j'ai trouvé ça bon et j'aimerais te le faire partager, j'aimerais te le faire découvrir, voilà. C'est un vin simple, c'est un vin que j'ai acheté ou dans une cave, chez un caviste, ou dans un supermarché, ou peu importe l'endroit où je l'ai acheté chez le vigneron quand j'étais en vacances cet été. Mais j'ai envie de te partager quelque chose, j'ai envie de te donner quelque chose de moi en fait. Et si c'est fait avec sincérité, même le vin le plus simple, même avec une tranche de saucisson, s'il est offert avec sincérité, il est bien meilleur que s'il est offert avec juste pour impressionner. C'est ce qu'on disait un peu tout à l'heure sur la qualité du moment qui va sublimer le vin. Bien sûr. C'est qu'on peut très bien prendre beaucoup plus de plaisir avec un vin de table classique si le moment est vraiment de qualité, alors qu'avec un grand cru, mais avec des gens qu'on n'apprécie pas. Oui, c'est ça, ouais. Et puis surtout, je pense que l'accès au grand cru, il vient par touche. Tu peux pas boire des grands crus tous les jours, mais c'est économiquement et puis même intellectuel, c'est difficile. Il faut avoir une approche déjà du vin intéressante. Par contre, être capable effectivement à ce moment-là de faire la différence entre un vin d'un cru supérieur ou un vin simple, ça veut dire que tu as déjà gagné quelque chose, quoi. Les gens qui se mettent à la découverte du vin, ils sont curieux. Et ils sont curieux parce qu'ils ont envie justement de partager un moment avec quelque chose d'extraordinaire. Alors, une curiosité qu'ils découvrent en même temps que vous, ou une curiosité qu'ils ont déjà découverte et qu'ils ont envie de partager. Et justement, on parle beaucoup de vignerons. J'imagine que vous êtes allé à la rencontre des dizaines de vignerons différents. Ouais, voire des milliers même, oui. Voire des milliers. Est-ce qu'il y en a un particulièrement, ou plusieurs, mais est-ce qu'il y en a un qui vous a marqué par sa vision du vin ou par sa façon de faire? Alors, si je n'en citais qu'un, ce serait très, maladroit pour moi, malhonnête.
peut-être pas malhonnête, mais maladroit. Parce que j'ai des dizaines de souvenirs en tête. Mais j'en ai plusieurs. Les premiers, par exemple, qui m'ont beaucoup ému, il y avait un type qui s'appelait, parce qu'il est parti depuis longtemps, qui s'appelait Gaston Huette, qui était à Vouvray. Donc moi, j'ai commencé à Tours, donc à Vouvray, avec Gaston Huette. Je me rappelle d'avoir goûté des 66 secs, des 40, des 59, des 47, des années 1921, des 1890, enfin des trucs extraordinaires. Et c'était un homme qui avait une sagesse extraordinaire. Ensuite, ma première dégustation avec Henri Jaillet, je me rappelle, ça a été extraordinaire parce que l'homme était d'une humilité et d'une ouverture devant ces grands vins qui était merveilleuse. Et en même temps, je parle d'hommes, mais j'ai aussi des souvenirs extraordinaires avec des femmes vigneronnes ou des femmes du vin. Je pense à Isabelle Ferrando, à Châteauneuf-du-Pape, par exemple, qui est une femme extraordinaire, qui s'est battue contre vent et marée, aussi contre des idées un peu préconçues. Marlène Soria dans le Languedoc, Mélanie Pfister en Alsace, où il n'y a pas très longtemps, j'étais aussi au domaine Albermann à Weltelsheim en Alsace, et avec Marie Barthélémy, qui a une connaissance encyclopédique de son domaine et qui connaît ses vins merveilleusement bien. Et on a fini effectivement le déjeuner avec une volaille de Bresse et un pinot gris des années 80. C'était simplement extraordinaire. Donc je pense qu'en fait, ce qui crée ces instants, moi j'aime aller voir derrière l'étiquette. Par exemple, j'adore un vin, c'est la cuvée Faustine de Abatucci en Corse. D'accord. Et un jour, je suis allé voir M. Abatucci et je dis, mais qui est Faustine? Et il m'a présenté Faustine, c'est sa fille. Ah oui. Et j'étais ravi de voir, de pouvoir mettre un visage sur l'étiquette du vin que j'aimais beaucoup. Donc je pense que voilà, c'est ça, c'est des rencontres. Et puis il y a des gens extraordinaires. Enfin, je voyais des parcours fabuleux. Gérard Bertrand, un mec qui fait du rugby, son père meurt jeune et il reprend le truc. Il a créé un empire dans le Languedoc. On a le droit de pas aimer ou l'homme ou les vins, peu importe. Mais c'est un empire gustatif dans le Languedoc. La famille Lorgerie, qui a 4 domaines à Pénautier et qui fait ça par passion depuis 15 générations. Enfin, c'est extraordinaire. Dans toutes les régions de France. Et puis alors, tout ce qui nous a fait rêver, c'est aussi les grands crus classés de Bordeaux. Et quand tu goûtes un grand vin comme ça, moi ma première bouteille de vin que j'ai vendue, c'était Bechevel 70. Ça m'a toujours donné beaucoup d'émotions. Et l'année dernière, je suis allé à Bechevel rencontrer Monsieur Blanc, qui est le régisseur de Bechevel. Tu goûtes des millésimes anciens. Il y a plein de choses qui font que, mais c'est d'abord une transmission d'émotions. Tu peux pas faire un métier comme sommelier en restant dans ta salle à manger en disant je vais faire mes commandes. Tu fais pas tes commandes sur Internet ou quoi que ce soit. Tu vas à la rencontre de gens et à la rencontre du partage avec ces gens-là, quoi. Et ça, c'est que pour les vins. Ouais, ça, c'est que pour les vins, parce que tu fais la même chose pour plein de choses. Moi, j'étais un des premiers clients d'Alain Millia, par exemple. Alain Millia, tout le monde le connaît pour ses jus de fruits. Moi, Alain, la première fois, on s'est rencontrés, il a plus de 20 ans, presque 30 ans, et j'ai trouvé le type tellement brillant. Il parlait de jus de fruits comme on parlait de vin, par passion, par amour. Et j'ai dit, mais ce type, il est brillant, il est extraordinaire. Ces jus de fruits étaient bien plus chers que des jus de fruits industriels, mais ils avaient tellement plus de goût. T'avais l'impression de boire une confiture liquide sans le sucre, mais juste le côté éclatant du fruit, ce qui est toujours le cas. Et avec Alain, on est devenus des amis parce que c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de passion, parce qu'il fait un métier avec le cœur. Donc c'est pas que pour le vin, c'est aussi pour tous les gens que tu rencontres. Tu vas chez Bachès pour aller goûter les agrumes. Quand tu as goûté ces agrumes, tu dis que des fois, tu goûtes des oranges qui n'ont pas de goût. Enfin, tu vois, c'est vraiment la transmission du goût qui est importante. Et ces gens-là, ils mettent leur amour dans ce qu'ils font. C'est tous ces échanges-là qui vous ont aussi construit et qui vous ont amené à... C'est ce qui te construit et c'est ce qui te... de temps en temps, il y a un côté révolutionnant dans tout ça, parce que de temps en temps, tu as des certitudes dans la vie. Ces certitudes-là, elles sont bloquées par peut-être de l'éducation, peut-être une forme de notion de l'imposteur, de dire « mais je mérite pas ça » ou si ça l'autre. C'est pour ça que je dis que moi, j'ai la chance d'avoir fait un métier, de faire un métier qui est sûrement le meilleur ascenseur social de notre pays. Parce que si tu travailles et que tu es passionné, tu peux très vite d'abord bien gagner ta vie et en même temps tu peux aussi très vite monter dans ton échelle sociale. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin d'avoir fait Bac plus 8 pour réussir. Alors bien sûr, ça demande beaucoup de travail. Les gens me disent « oui, mais vous avez du talent ». Non, j'ai pas de talent. Je vous explique. J'ai commencé comme tout le monde, j'ai pas de talent. Le seul talent que j'ai, c'est que je travaille beaucoup. Je travaille beaucoup plus que les autres pour y arriver, c'est tout. Mais c'est pas une question de talent et personne n'a du talent dans ces cas-là. Le talent, il est pour le mec qui a l'oreille absolue, pour le peintre extraordinaire qui est un génie, Ok, mais dans les sommeliers, je dirais qu'il n'y a pas de talent inné. C'est du travail. Et c'est des heures et des heures et des heures et des heures de travail. C'est de l'abnégation. Une copine, son fils est en médecine et je veux dire, quand je vois comment il bosse pour passer en deuxième année, je me dis, mais c'est ça le travail. C'est chapeau, bravo. C'est ça le travail. Rien ne vient sans travail.
Ouais, et puis c'est quelque chose qui est important à transmettre aussi, cette notion de travail et d'abnégation. Oui, moi j'ai toujours essayé de transmettre ça à mes enfants. J'ai 3 enfants et j'ai toujours transmis ça à mes enfants, c'est à leur dire que rien ne vient en claquant des doigts. Et moi, j'ai 2 grands et un petit. Et les 2 grands, ils ont travaillé tous leurs étés dans des restaurants, et les week-ends, parce que je voulais leur donner la valeur du travail et puis surtout le goût. Le goût de la chose que tu achètes avec l'argent que tu as gagné. Ouais, qui n'est pas du tout la même que non. Tu vois, quand tu demandes à tes parents de t'acheter un truc qui vaut 40 balles et que quand il faut que tu travailles, tu te dis « Ah oui, mais moi, je vais travailler une demi-journée pour gagner cette somme-là ». Peut-être que d'abord, tu t'aperçois que tu n'en as pas besoin, mais que si tu en as besoin, tu vas faire beaucoup plus attention et tu vas prendre beaucoup plus de plaisir à l'avoir. Ouais, et puis le mérite et la fierté d'avoir... Bien sûr. Fait Le travail est une vertu et est une valeur cardinale de l'être humain, je pense. Vous parlez de vos enfants, du coup, est-ce que vous leur avez transmis le goût du vin aussi ? Alors j'ai 3 enfants, j'en ai un qui va avoir 28 ans dans quelques jours, un qui a 26 ans et un qui a 4 ans. Donc celui de 4 ans, il aime goûter, il aime manger, tout ça, mais le vin, on va attendre un petit peu. Les 2 autres, ils aiment le vin. Le deuxième aime bien découvrir tout et ça lui plaît. Il est vraiment gourmand. Et le premier travaille dans le vin. Okay. Le premier travaille dans le vin. Il travaille pour une société qui vend du vin français en Suisse, Bertholin. Et puis, il a eu aussi un peu le virus des concours, puisqu'il a terminé second au meilleur sommelier de France l'année dernière. Mais il est bien dans les traces de son père, c'est bien. Je sais pas s'il est dans les traces, j'espère qu'il fera les siennes surtout. Oui. Et je trouve qu'il est talentueux, il travaille beaucoup. Et lui, il a fait une voie un peu différente. Il a commencé par Sciences Po, ensuite il a fait une école de commerce. Oui. Et le Covid est passé par là. Et le Covid a été un désastre pour nos enfants. Parce qu'ils ont été bloqués par plein de choses et tout. Et lui, je sentais que ça lui pesait. Donc, comme il avait fait une école de commerce dans le vin, je dis, écoute, inscris-toi à des concours et puis tu verras bien. Et puis au moins, ça te fait bosser tous les jours un peu. Et je pense que ça l'a sauvé un peu moralement de tout cela, quoi. Je pense qu'il faut pas, il faut pas penser que les choses sont simples pour tout le monde. Donc, nous, c'était pas simple. On avait d'autres difficultés et eux en ont d'autres bien plus importantes aussi maintenant. Donc, il faut être aussi à l'écoute. Et la transmission, elle vient aussi là. D'abord d'écouter. Être capable d'écouter pour pouvoir entendre et pas juste écouter. Écouter, entendre, c'est pas la même chose. Aujourd'hui, on voit que le vin est de moins en moins consommé. Les jeunes boivent de moins en moins de vin. Qu'est-ce que vous feriez pour leur redonner un peu l'envie et leur redonner le goût de boire du vin ? Alors, je pense je suis pas sûr que les jeunes qui sont en études boivent de moins en moins de vin. Ça, c'est vrai. Mais est-ce que c'était pas le cas avant ? Franchement, entre vous et moi. Je pense que c'était exactement la même chose. Sauf que le delta, il est un petit peu différent. C'est qu'aujourd'hui, les jeunes rentrent plus tard dans la vie active. Mais 80% des jeunes qui ont fait des études et qui rentrent dans la vie active vont avoir des responsabilités d'emmener les gens au restaurant, de connaître un petit peu le vin et de découvrir un peu le vin. Donc ils vont se mettre à en boire un petit peu et à prendre du plaisir à le faire. Et moi, je le remarque beaucoup avec le fils d'amis ou choses comme ça. Et puis, qu'est-ce que j'ai envie de leur dire ? J'ai envie de leur dire effectivement que le vin est quelque chose qui va lier les amitiés et qui va permettre aussi de faire des vraies découvertes, de faire des vrais voyages, des voyages sensoriels, gustatifs et autres. La consommation du vin aujourd'hui en France ou ailleurs dans le monde, elle n'ira pas croissante. Faut arrêter d'être utopiste. On a eu les années d'après-guerre, les Grandes Glorieuses, les 30 Glorieuses et autres. Aujourd'hui, on est dans un spectre un peu différent. Il faut juste faire très attention à ne pas vouloir être trop hygiéniste et à ne pas raconter tout et n'importe quoi aux gens. C'est-à-dire qu'on raconte beaucoup de choses fausses. Et puis, moi, j'en veux beaucoup. Alors là, je ne me ferai peut-être pas que des amis, mais j'en veux beaucoup aux politiques qui n'ont pas de courage. Aucun courage. La loi E20 depuis 30 ans, c'est aucun courage. C'est juste on doit mettre le vin dans l'éducation. Le vin fait partie de notre culture, notre ADN français. On est un pays avec des racines autour du vin et qui viennent de la religion catholique, enfin chrétienne. On est un pays où le vin a été aussi, et aussi un pouvoir économique fort, puisque c'est la deuxième portefeuille de la balance extérieure. Mais on est un pays, on n'a pas le droit de parler de vin, quoi. Je veux dire, t'as pas une émission sur le vin, t'as rien. Alors qu'on pourrait très bien avoir une émission sans faire l'apologie de la boisson alcoolique. Enfin, sans faire l'apologie de l'alcoolisme. Mais à côté de ça, on t'autorise à faire des pubs sur Red Bull, on t'autorise à faire des pubs sur des trucs qui sont quand même sur des sodas américains noirâtres, là, qui font soi-disant plaisir à tout le monde. Mais enfin, je veux dire, on fait des pubs comme ça. On a emmené nos enfants vers des trucs comme ça. Mais on leur a pas dit que le vin, c'était aussi une boisson qui était saine et hygiéniste. Et que
à condition de ne pas en consommer avec une quantité extraordinaire, mais ça n'a jamais fait de mal de boire un verre de vin de temps en temps. Moi, mon père a 90 ans, il boit un verre de vin le soir, un petit verre de vin, 10 centilitres de son vin rouge avec son morceau de fromage, et il est heureux parce qu'il prend du plaisir. Voilà. Ah oui, ce qui est bien meilleur que de boire des sodas, évidemment, de toute façon. Bien entendu. Je peux comprendre que les gens n'aient plus envie de boire d'alcool au déjeuner, ou n'aient pas envie de boire de vin, ou n'aient pas envie de... Je peux le comprendre. Ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est qu'on laisse au bord du chemin des gens qui ont envie de découvrir des choses et qu'on leur interdise de le faire, quoi. Ouais, c'est intéressant ce que vous dites effectivement sur cette loi E20 et je suis quelques personnes sur Instagram qui essayent de créer leur propre spiritueux, marque de spiritueux et qui ont énormément de difficultés. Mais tu ne peux pas communiquer. C'est interdit de communiquer ou quoi que ce soit. Et je n'arrive pas à comprendre. Alors, tout le monde tape sur le président de la République. Aujourd'hui, on a un président de la République qui aime le vin. Et qui est quelqu'un qui aime la gastronomie. Oui. Ce qui n'était pas toujours le cas dans le passé. Mais je ne suis pas sûr qu'il ait le pouvoir de faire changer ces choses-là. Ou le pouvoir ou l'envie, je ne sais rien. Mais mince, quoi, ça fait partie de notre histoire, quoi. Le vin fait partie de notre histoire. Mais tout comme, quand je dis le vin, transposons cela, la rillette du Mans fait partie de notre histoire. Les bêtises de Cambrai font partie de notre histoire. Le citron de Menton fait partie de notre histoire. Tous les produits de terroir. Les cannelés de Bordeaux font partie de notre histoire. Ça fait partie de notre culture, notre ADN gourmand épicurien. Ne le laissons pas mourir ou n'autorisons pas les gens à jeter ça au feu comme ils en ont envie, quoi. Vous venez de résumer l'objectif de cette chaîne YouTube. Donc ouais. Et grâce à vous aussi, on va avoir des informations. Les gens vont avoir des informations. Vous allez transmettre des informations. Vous allez donner envie aux gens d'aller découvrir des choses, d'avoir cette gourmandise justement, parce que ça fait partie de la vie, la gourmandise, ça fait partie des péchés capitaux, soi-disant, mais je pense que la gourmandise bien adaptée, c'est pas forcément... alors je vais pas vous dire le contraire. C'est question de modération. Moi j'ai été dans l'immodération de la gourmandise, j'aimais manger, et si ça et l'autre, j'ai perdu beaucoup de poids, et ça va beaucoup mieux aussi, parce que ma santé est bien meilleure, mais j'aime l'idée de partager un moment extraordinaire à la fois de gourmandise et de table. Et j'ai des gens comme... moi, j'ai des gens qui m'ont tiré les larmes aux yeux avec des plats qu'ils m'ont fait goûter ou des desserts. Un type comme Philippe Conticini, qui est quand même sûrement un des plus grands pâtissiers du monde. Et c'est même pas un pâtissier, c'est un alchimiste du sucre, quoi. C'est un type qui utilise avec le moins de sucre possible, il va te faire un truc extraordinaire, quoi. Une fois que tu as goûté son Paris-Brest en forme de chou, tu te dis que la vie est merveilleuse, quoi. Est-ce que vous pourriez rapidement nous dire... C'est toujours très difficile comme question, mais les 3 vins, les meilleurs vins que vous ayez bu, ou peut-être pas les meilleurs, mais ceux qui vous ont le plus marqué, vous en avez cité un tout à l'heure, est-ce qu'il y en a d'autres Je ne sais pas si... En fait, il y a des vins qui m'ont marqué par leur histoire, et puis par le moment, pardon. J'ai bu par exemple un Massetto 97, c'est l'année de naissance de mon fils, pour son anniversaire. C'était merveilleux parce que c'est la première fois que je goûtais ce Merlot de Toscane qui était grandiose, et on a pris un moment de gourmandise assez extraordinaire. J'ai goûté des vieux châteaux Chalon dans le Jura avec des gens comme Jean Macle, où c'était aussi des moments de partage superbes. J'ai bu il n'y a pas très longtemps un Quinta de Noval en Porto, sur la cuvée nationale en 1970, donc mon naissance avec mon meilleur ami, on est nés la même année, on est tous les deux sommeliers. Mais ça devait être extraordinaire. Et c'était un moment, c'était un moment grandiose parce qu'on a partagé ce moment tous les deux. Mais c'est surtout des moments de partage qui font que des moments de table. Et moi, j'ai des souvenirs de table extraordinaires, des gens qui t'amènent à... Tu vas chez Gilles Boujon, tu goûtes l'œuf pourri, c'est rien pour ça vaut le déplacement. T'allais chez Boyer à Reims à l'époque, tu mangeais la truffe en chausson, c'était merveilleux. Robuchon, moi je me rappelle tout ce que j'ai mangé chez lui, parce que le type était simplement waouh, quoi, c'était extraordinaire. Et tous ces chefs te transmettent, te créent, entre guillemets, ta bibliothèque de goût, quoi. Pour revenir un peu plus aussi sur le vin, sur le cépage, vous, c'est quoi vos cépages coup de cœur alors moi j'ai un cépage que j'adore, parce que je trouve qu'il n'est jamais... cité. Si, il est cité, mais il n'est jamais vulgaire, entre guillemets. C'est-à-dire il faut qu'il soit très grand et sur un grand territoire pour faire un grand vin, c'est le Riesling. Ah oui. Pour moi, le Riesling, c'est le plus grand cépage blanc, un des plus grands cépages blancs qu'on ait. Et dans les rouges, c'est le Pinot Noir. J'adore le Pinot Noir parce que le Pinot Noir, c'est la même chose. Tu peux faire des Pinot Noirs faciles, simples et tout,
Mais quand il est sur un grand territoire, il donne des grands. Et vous avez un Riesling à conseiller pour, on va dire, se mettre un petit peu dedans? Alors, un Riesling à conseiller pour se mettre dedans, je dirais Schlossberg de chez Alberman. D'accord. Et pour après approfondir, cuvée Frédéric Émile de chez Trimbach. Puis après Clos Saint-Tulle, mais c'est le plus grand. C'est plus le grand Graal, on va Riesling, dire. le Graal. Et puis après, le Riesling peut être aussi avec du sucre résiduel. Donc, aller en Moselle, chez des gens comme Dorterloosen et Müller ou choses comme ça, ça peut être très beau. Mais pour moi, là, l'Alsace, Frédéric Moschel, par exemple, à Trenheim ou choses comme ça fait des Rieslings extraordinaires. Qu'est-ce que vous aimeriez voir à ce micro pour une prochaine interview? Toujours dans ce contexte de transmission du terroir, du patrimoine culinaire français. Au moins 3 personnes à qui je pense. Le premier, c'est un chef de cuisine, c'est Yannick Aleno, parce que j'aime profondément le personnage. J'aime profondément, c'est pas un personnage, c'est un homme profond, un homme gentil, un homme meurtri aussi par ce qui lui est arrivé, mais c'est surtout un homme extraordinaire. C'est un homme passionné et passionnant, et qui lui aussi a commencé avec pas grand-chose, si je puis dire, mais avec une passion viscérale. En deuxième, on reste dans les mêmes générations, mais Éric Baumard, que vous connaissez peut-être, qui est le directeur de la restauration de Georges V, qui est un sommelier fabuleux, qui a une puissance extraordinaire et qui est d'une gentillesse naturelle, qui a cette capacité, cette faconde, entre guillemets, des très beaux et des très grands sommeliers. Et puis en troisième, une femme. D'accord. Une femme qui est dans le vin aussi, qui s'appelle Clotilde Mangin, qui a des restaurants avec son mari Jean-Sébastien à Nancy, et qui fait elle aussi quelques podcasts et tout, choses comme ça, mais qui a une vision, qui était avocate, qui a tout quitté pour accompagner son mari dans la restauration, qui est un héritage familial, et qui est passionnée et passionnante, et qui adore le vin, et qui a une connaissance encyclopédique aussi du vin, et qui le vit peut-être un peu différemment des sommeliers qui ont fait des études de sommellerie. C'est une littéraire, elle adore le livre et la lecture, et je pense que ça pourrait être des moments d'échange très intéressants. Merci beaucoup. Merci pour cet échange, beaucoup. Fabrice. Ça a été vraiment, c'est vraiment très intéressant, le temps passe tellement vite. Mais oui, il est 57, donc... On pourrait réellement, on pourrait parler toute la matinée, mais bravo aussi à vous. Parce que c'est important d'avoir des gens passionnés et pas forcément... on veut toujours rencontrer des gens connus, reconnus ou tout, mais c'est aussi, moi j'ai envie de dire à tous ceux qui nous regarderont, soyez curieux, soyez gourmands et soyez ouverts. C'est vraiment le mot de la fin, quoi. Okay. Curiosité, ouverture d'esprit et gourmandise. Vivons l'instant présent par pure gourmandise et prenons du plaisir et ne soyons pas dans une forme de ségrégation ou de clivage. Soyons capables de goûter tout ce qui existe. On aimera ou on n'aimera pas. On a le droit de se faire son propre. Mais la curiosité, c'est le maître mot que je donne à tous les jeunes qui commencent dans la vie de la restauration, dans la sommellerie ou autre. C'est la curiosité et l'envie de découvrir. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Fabrice. Merci à tous d'avoir regardé cette interview. J'espère qu'elle vous aura plu et surtout, j'espère qu'elle vous aura donné envie de vous intéresser au vin, d'être curieux. Ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que le vin, c'est avant tout un moment de partage, un moment de découverte et un moment de transmission au niveau du terroir sur notre gastronomie française. Pour le prochain épisode, je vous emmène à la rencontre de Gilles Véraud. Héritier d'une grande tradition charcutière, il a su moderniser le métier en alliant respect des gestes anciens et créativité, avec notamment la réalisation de recettes de saison. Artisan passionné, il fait rayonner la charcuterie française avec une conviction forte, transmettre son savoir-faire. En attendant, je t'invite à découvrir mes autres interviews et surtout à t'abonner pour soutenir mon projet, c'est vraiment très important pour moi. Et n'oublie pas aussi de me dire en commentaire qui tu souhaiterais voir à mon micro pour une prochaine interview. Allez, à bientôt.